Je vous ai choisi un thème qui est très pratique. C'est une pratique quotidienne dans votre cabinet, dans les hôpitaux et partout. Et chaque jour, on a au moins un ou deux cas de ce problème de ménométrorragie. Bon, j'ai parlé de prise en charge médicale des ménométrorragies, mais en fait, il n'y a pas que la prise médicale. Mais dans la pratique de ville, il faut d'abord bilanter, prendre en charge d'une façon préliminaire avant de passer à l'acte s'il y a un acte chirurgical à faire. Alors, les ménométrorragies, ça représente 10 à 13% de la population générale. C'est une cause fréquente de consultation, c'est le premier motif de consultation en gynéco. 30% des femmes ont des hémorragies fonctionnelles, mais 70% ça reste organique. 40% des femmes, ils se trouvent dans l'incapacité de travailler à cause de ce saignement, parce que parfois il est invalidant, et malheureusement, on a une hystérectomie sur 3 a pour origine ce problème de ménométrorragie. La quantité de perte sanguine, elle est trop subjective. En général, le cycle menstruel, ça fait 4 à 6 jours, enfin de 2 à 6 jours de saignement, avec une quantité qui est modérée, qui ne doit pas dépasser les 60 millilitres de sang. Quand elle est importante, ça devient gênante. Sachant que 30% des femmes présentent des saignements importants, supérieurs à 80 millilitres, mais qui ne se soucient pas de ce saignement. Alors que 20% de ces femmes peuvent avoir un petit saignement, mais qui ne sont pas tranquilles, ils se disent que peut-être j'ai un saignement très important. C'est pour cela qu'il y a un moyen pour quantifier ce saignement, ce qu'on appelle le score de IGAM. C'est quelque chose de très simple. C'est une grille que la femme peut remplir à domicile selon la quantité de sang qui tache les garnitures. Un pointeur. Est-ce que vous avez un pointeur? Celui-là ne marche pas. Ah, celui-là. Ah, d'accord. Parce que je vois pas. Très bien. Alors, le score de IGAN, c'est quoi? C'est que la tache de sang qui marque la garniture ou la couche, soit c'est une petite tache en donne 1 point, soit que c'est une grande tache en donne 5 points, soit que c'est une tache énorme et on donne jusqu'à... D'accord. Très bien. Soit que c'est une tache énorme et on donne jusqu'à 20 points. Alors, au cours du cycle, on peut comptabiliser ce score et ça peut donner un score qui varie, qui va donner un chiffre, sachant que chez cette patiente, par exemple, il y a un score de 211. Au-delà de 150, souvent, ça nécessite une intervention chirurgicale. Ça pourrait être un problème de fibrome ou d'hyperplasie ou autre chose. Alors, pour étiqueter l'origine de ce saignement, on a en principe 4 principales causes. Soit des anomalies de l'hémostase, soit des troubles fonctionnels, soit des problèmes iatrogènes, c'est-à-dire liés aux médicaments, une mauvaise prise de pilule hormonale, soit des causes organiques. Mais ces 4 groupes de causes doivent être placés dans son contexte. On a soit une adolescente, soit une femme en activité génitale, soit que c'est une femme ménopausée. Et les causes, elles sont variables. Il faut savoir orienter l'étiologie en fonction du contexte de la femme qu'on va prendre en charge. Par exemple, quand il s'agit d'une adolescente, ça pourrait être principalement des causes des troubles d'hémostase. Il faut penser en premier au trouble d'hémostase, comme ça pourrait être un problème fonctionnel. Quand il s'agit d'une femme en activité génitale, c'est essentiellement
des troubles iatrogènes, c'est-à-dire mauvaise prise de pilules ou de médicaments, et parfois des causes organiques. Quand il s'agit d'une femme ménopausée, c'est toujours, presque toujours, c'est une cause organique. Et souvent, c'est une cause qu'il faut prendre au sérieux. Alors, on va passer au cas clinique, et ça c'est très important pour avoir une idée sur les causes des hémorragies et comment les prendre en charge. Par exemple, cette femme de 42 ans qui a 4 enfants, 4 grossesses avec 3 enfants et un avortement spontané, elle a des cycles menstruels qui sont prolongés, qui peuvent aller jusqu'à 15 jours, accompagnés de douleurs pelviennes. C'est une femme qui ne prend pas de contraception, qui ne prend pas de médicaments. Alors, votre orientation diagnostique passe obligatoirement par la clinique, bien sûr. L'examen clinique, et n'oubliez pas le col, ça c'est très important parce que souvent, quand la femme consulte pour autre chose, on omet souvent de placer un spéculum pour voir l'état des cols. Ça c'est très important pour éliminer une lésion cancéreuse du col utérin. Je parle d'une femme en activité génitale. Cette femme, elle présente un utérus augmenté de volume. Les annexes, ils sont libres. Automatiquement, on passe à l'échographie. On a fait l'échographie. Qu'est-ce qu'on trouve, d'après vous? Oui. Regardez l'utérus. Elle est augmentée de volume avec l'aspect qui attire l'attention le plus important. Regardez. Ça évoque quoi en premier lieu? Ça attire votre attention dans quel sens? C'est un utérus qui est hétérogène, hyperéchogène. Il est globuleux, il est augmenté de volume. Une chose très importante qu'on n'arrive pas à voir dans cet utérus, c'est la ligne cavitaire. La ligne de vacuité n'est pas visible. Elle est noyée dans cet aspect. Actuellement, tout le monde a un échographe avec Doppler. Quand on fait le Doppler, on trouve une hypervascularisation très importante. Et quand on fait la 3D, on a cette image figée de l'endomètre. Voilà. On a l'impression que c'est un endomètre qui est fixé, comme s'il est épinglé au niveau des cornes. Je fais une comparaison avec un examen qui est très ancien qu'on faisait dans le temps, l'hystérosalpingographie, qu'on fait plus actuellement, ce n'est plus nécessaire, mais juste pour vous rappeler une image qui est très typique, caractéristique, qu'on appelle l'image en corne de taureau. Regardez les cornes. Voilà. Ici et de l'autre côté. Ils sont fixés. Cet aspect typique en corne de taureau, qu'on arrive facilement à voir actuellement avec la 3D, qui est celle de votre droite, et les caractéristiques de l'adénomiose. L'adénomiose, c'est une endométriose interne. C'est l'endomètre qui envahit le myomètre, et ça pourrait être responsable de saignements, mais également de douleurs pelviennes. Quand on a fait l'IRM, mais l'IRM, on l'a pas fait parce que on a vu cette image, c'est parce que l'utérus, il est énorme. C'est parce qu'il y a d'autres signes d'appel lombaire. Et au niveau de l'IRM, on voit, voilà, l'aspect de face. On voit cet aspect de l'urtère qui est atonique. Ça veut dire qu'il y a une compression urétérale. Alors là, ça dépasse la prise en charge médicale. C'est une femme qu'il faut soulager parce que le rein, il est en train de souffrir. Quand on a fait l'hystéroscopie, on trouve un endomètre qui est lisse, qui est hyperémié, qui n'a rien de spécificité. Alors, la conduite à tenir qu'il faut adopter chez cette femme, on fait une conduite à tenir selon les recommandations. Et généralement, on fait les recommandations du collège de gynécologie français. Ce sont des recommandations qui datent de 2022 et c'est un consensus qui n'est pas uniquement français, il est pratiquement international. Je vous demande pas de lire tout ça. Tout est résumé ici. Alors que cette femme qui a une adénomiose, on a deux situations. Soit qu'elle souhaite conserver son utérus et elle désire avoir des grossesses, sachant qu'actuellement des femmes qui se marient à 40 ans, qui peuvent avoir une adénomiose et qui veulent avoir des enfants. Là, on fait un traitement progestatif où on place un DUI au dévenorgestré, un DUI hormonal.
Soit que si une femme ne désire pas de grossesse, là, il faut faire une endométriectomie avec hystéroscopie, soit on fait, ou également on associe un DUI au lévonorgestrel. Mais quand il s'agit d'une femme qui ne désire pas de grossesse, il vaut mieux faire un traitement radical, une hystérectomie. Et c'était le cas chez cette patiente. Voilà ce qu'on a enlevé. C'est un utérus qui est de très mauvaise qualité, il est énorme, il est compressif, il fait souffrir des voies urinaires. Un deuxième cas, c'est une femme de 35 ans qui a 4 enfants, il n'est pas ménopausée, mais qui a des règles très abondantes. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? J'aimerais bien que vous réagissez. Regardez. C'est un endomètre qui est très épais. Et quand on fait le Doppler, regardez la vascularisation. Elle n'est pas anarchique, elle est simple, elle est modérée. Contrairement à cette image de bas. Alors le pointeur, ça fait. Voilà. Cette image de bas, on a une vascularisation anarchique. Ça, c'est deux patientes différentes. C'est juste pour comparer. Là, c'est une hypertrophie simple. Là, c'est une hypertrophie très complexe. Et la conduite à tenir, elle est différente. Quand on fait l'hystéroscopie, parce que c'est obligatoire devant une hypertrophie de l'endomètre, de faire une hystéroscopie. Ici, c'est une hypertrophie simple. Vous voyez qu'elle est lisse. Là, c'est une hypertrophie polypoïde. Il faut terminer par une biopsie de l'endomètre. La conduite à tenir, la même chose, c'est résumé ici. Lorsque la femme a une hypertrophie simple, non atypique, on traite tout simplement par les antifibrinolytiques, par exemple le fameux l'acide tranexamique ou l'hexacil, ça peut arrêter le saignement. Quand il s'agit d'une femme qui ne désire pas de grossesse, à ce moment-là, il faut placer un DUI, ça permet d'atrophier l'endomètre. Mais quand la femme n'est pas demandeuse de procréation ou de conservation d'utérus, il vaut mieux faire une hystérectomie. Quand il s'agit d'une hypertrophie de l'endomètre avec atypie, ce qu'on appelle hyperplasie complexe, soit que la femme ne désire pas enlever son utérus, il faut traiter par les progestatifs, mais à ce moment-là, il faut de fortes doses. Soit que la femme n'a aucun désir de grossesse et qu'elle est d'un certain âge, il vaut mieux enlever parce que c'est un état qui peut être pré-néoplasique. Sur cette image d'une femme de 32 ans qui a des cycles réguliers, mais avec des métrophagies intermittentes. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une image intracavitaire, voilà. Tout est bon, l'utérus de taille normale, l'écogénicité normale, la ligne cavitaire bien suivie, mais à l'intérieur, il y a une image écogène qui est typique d'un polype. Et quand vous faites le Doppler, vous voyez qu'il y a une vascularisation unique, c'est le pédicule de ce polype. On a complété par une 3D, une 4D, on voit bien le polype. Devant un polype, il faut toujours aller explorer par une hystéroscopie. Et on obtient une image qui est typique d'un polype d'allure bénin. Et la conduite à tenir, elle est très simple. Devant un polype qui est simple, il vaut mieux faire un traitement conservateur sous hystéroscopie. On fait une résection hystéroscopique et voilà, ça se passe très bien. Chez cette femme de 43 ans qui présente des métrorragies, des ménométrorragies abondantes, mais qui a une anémie à 8 grammes, 8,5 grammes. Qu'est-ce qui attire votre attention ici sur cette image échographique? Regardez, l'utérus, elle est de taille subnormale, mais là, il y a une petite image qui change d'écostructure. Et quand on fait le Doppler, on trouve qu'il y a une vascularisation périphérique. C'est typique d'un fibrome utérin. Cette patiente, on l'a opérée, on a enlevé plusieurs fibromes. Enfin, c'était une hystérectomie parce que c'est une femme qui a des enfants, il ne désire pas garder sa grossesse et qu'il a une anémie. C'est plus sage de la débarrasser de ce saignement, de ce traitement qui risque de récidiver après. Une autre femme de 39 ans, mais qui
qui n'a pas d'enfant, elle est G0, P0, elle désire avoir des enfants, elle a un problème d'infertilité. Mais le problème, regardez, c'est un énorme utérus qui fait pratiquement 122 mm, 12 cm. Alors, 39 ans, désireuse de grossesse, vous lui proposez une hystérectomie, c'est un peu mal accepté et on a l'obligation de lui rendre service, de faire la myomectomie, parce que le traitement médical ne sert strictement à rien ici. Et la même chose pour cette femme-là, une autre patiente, regardez ce qu'on a enlevé. Et si vous voyez l'image ici, voilà. Par exemple, pour faire l'hystérectomie, ça prend 20 minutes, mais pour faire la polymyomectomie, ça après 2 heures, sans parler de la quantité de saignement, mais il faut préserver l'utérus. Cette femme a besoin d'avoir des enfants, sinon son avenir de fertilité serait compromis. Alors, la conduite à tenir en cas d'utérus polymyomateux, ça dépend de la position des fibromes. Il faut les stadifier. On a de 0 à 5 ou à 7, selon la position par rapport à la muqueuse jusqu'à la séreuse. Et la conduite à tenir selon les recommandations. Quand il s'agit de fibromes de type 0, 1, 2, c'est-à-dire sous muqueux qui est superficiel, c'est une résection hystéroscopique. Ça sert à rien de donner des médicaments, ça sert à rien de donner des progestatifs. C'est comme un corps étranger à l'intérieur, ça empêche l'utérus de se rétracter et ça va saigner. Mais quand il s'agit de fibromes de type 3, 4, 5 ou mixte, c'est-à-dire interstitiel, sous-séro, autre chose, et qui posent problème, là, il faut agir au cas par cas. Ce schéma, on a beau essayer de proposer, soit traitement médical, soit lévonorgestrel, soit endométrectomie, soit, on n'arrive pas à avoir un schéma typique, c'est au cas par cas. Plusieurs fibromes qui posent problème de saignement, il faut les réséquer. Une femme qui a des enfants, qui a un utérus polymyomateux, il vaut mieux tout enlever, c'est-à-dire une femme qui est à l'approche de la quarantaine, l'approche de la ménopause. Cette patiente de 73 ans, elle est ménopausée, certes, mais elle a saigné après sa ménopause, plusieurs années après sa ménopause. Et quand on a fait l'échographie, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà l'utérus. Qu'est-ce qui attire votre attention ici? L'endomètre, qui est trop épais, il est beaucoup plus large. Et quand on fait le Doppler, on a une vascularisation anarchique. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est la malignité, c'est un cancer de l'endomètre. Toute métrorragie post-ménopausique, il faut éviter de la traiter médicalement. Il faut d'abord l'explorer. Et l'exploration, on a fait l'hystéroscopie et on a trouvé, regardez cet aspect, anarchique. Et quand on a fait le traitement, c'était un traitement radical, et la tumeur, elle est visible. C'est un adénocarcinome débutant de l'endomètre, heureusement, il venait de commencer, et c'était à l'impact franchement malin. Donc, il faut parfois éviter de sauter sur le traitement médical. On peut donner de l'acide tranexamique ou un progestatif juste pour préparer la malade, mais il faut que ça soit un bilan bien précis. Ici, une échographie d'une femme qui a saigné à 9 semaines d'aménorrhée. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un utérus avec un sac gestationnel d'une grossesse très jeune, mais si vous vous examinez très bien, c'est un gros fibrome qui gêne la grossesse. Elle a saigné. Pourquoi elle a saigné? C'est pas parce qu'il a un fibrome, c'est parce qu'il y a une menace d'avortement. On ne sait pas exactement est-ce que c'est le fibrome qui est en cause ou non, mais il faut essayer de préserver cette grossesse parce qu'il désire sa grossesse, sachant que le meilleur moyen pour garder la grossesse, c'est donner de la progestérone. Elle est produite par le corps jaune avant 9 semaines et par le placenta après 9 semaines, donc il faut supplémenter. La conduite à tenir, là, c'est en fonction de l'état clinique. Soit que c'est une menace, on donne des antispasmodiques de la progestérone, soit que c'est une
c'est un avortement en cours, là, il faut un traitement spécialisé, soit un curetage hémostatique pour évacuer, soit que c'est un problème compliqué avec rétention septique, il faut une hospitalisation parce qu'il a trop saigné, etc. Un autre cas qui est très fréquent dans notre pratique quotidienne, c'est une jeune fille de 16 ans qui présente des ménorragies qui sont prolongées sur des cycles irréguliers, parfois cycles de 32 jours, parfois de 40 jours, parfois pouvant aller jusqu'à 2 mois. Cette jeune fille, elle a 75 kilos avec une taille qui ne dépasse pas les 1,50 m. Automatiquement, vous pensez un syndrome des ovaires multikystiques ou polykystiques parce que c'est une femme qui consomme beaucoup de calories, elle stocke des calories, ça perturbe un peu son système endocrinien. À l'échographie, c'est typique. Il y a un endomètre qui est épaissi, mais il y a des ovaires qui sont multikystiques. Alors, chez cette adolescente, d'une façon générale, celle-là, elle a des OPK, on sait pourquoi il a perturbé son cycle, mais quand il y a des ménométroragies chez des adolescentes, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est le bilan d'hémostase. Il faut faire un bilan d'hémostase, TP, TCK, le taux de plaquettes, parce qu'il y a souvent des maladies hémorragiques qui sont sous-jacentes, qui sont cachées là-dedans. Ça sert à rien de commencer par l'IRM ou les radios spécialisées, un petit bilan d'hémostase, et en fonction du bilan, on va voir, bien sûr, avec l'échographie, on fait la confrontation. Ce sont des cycles anovulatoires avec des ovaires polykystiques et qui s'accompagnent d'une hyperplasie simple de l'endomètre qui est responsable de ce saignement qui peut être prolongé ou abondant. Il faut toujours penser aux coagulopathie, maladie de Willy Brandt, la maladie de Gonzman ou autre chose, et à ce moment-là, il faut avoir une coordination ou adresser la patiente à un hématologue pour savoir quelle prise en charge ça va être nécessaire. Donc, le bilan la conduite à tenir en fonction du bilan d'hémostase, lorsqu'il est normal, il faut faire l'imagerie. Quand l'imagerie est normale, il n'y a pas de polype, il n'y a rien, on donne une hormonothérapie et des antifibrinotiques. Tout simplement, ça peut arranger le cycle. Sinon, lorsqu'il y a une image atypique, je sais pas, ça pourrait être un fibron, ça peut être un polype, ça peut être n'importe quoi, il faut traiter au cas par cas. Mais quand le bilan d'hémostase est anormal, il faut la référer et c'est l'hématologue qui va s'en occuper. D'une façon générale, lorsqu'il n'y a pas de trouble de la crase, une adolescente qui saigne et qu'on n'arrive pas à juguler, soit que le saignement est modéré, on commence par l'hexacil, ça peut aller jusqu'à 6 comprimés par jour, on donne un progestatif en séquentiel 15-24 ou 10-24, soit qu'il y a efficacité, on poursuit le même traitement pour 3 ou 4 cycles, jusqu'à 6 cycles, soit qu'il n'est pas efficace, on donne une pilule avec un climat oestrogénique à 30 gamma-diéthylène-oestradiol pendant 3 à 4 mois. S'il est efficace, on maintient, on discontinue, c'est-à-dire 21-7-21, c'est des cycles de 28 jours. S'il n'est pas efficace, on passe au schéma continu. La pilule, on continue comme celle qu'on donne à la femme qui veut aller faire le hajj, l'umra, c'est la pilule, on continue pendant 3 à 6 mois. Ça va mettre au repos les ovaires, ça va mettre au repos son cycle et relancer un nouveau cycle. Mais attention, quand il s'agit d'un problème d'OPK, il faut exiger un régime hypocalorique pour qu'il n'y ait pas de troubles endocriniens associés. Mais quand il s'agit d'un saignement important, c'est toujours, on commence par l'acide tranexamique, mais on voit parentéral, et ça se passe en perfusion pour arrêter immédiatement le saignement. Il faut donner un œstroprogestatif sous forme de pilule. S'il est efficace, on continue pendant 3 à 6 mois, puis on passe, on discontinue. S'il n'est pas efficace, on peut penser même aux analogues pour bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et ça, c'est un peu plus spécialisé. Il faut céder la main et l'adresser à un centre spécialisé.
Maintenant, quand il s'agit des femmes, et ça c'est très fréquent, des femmes qui saignent sous pilule. Il prend la pilule, il vous dit, moi j'ai des saignements, ça n'arrive pas à arrêter. Là, il y a deux choses. Soit que la pilule, elle est moins dosée, il faut passer à la plus dosée, c'est-à-dire les gens qui prennent 20 gamma d'éthinostradiol, parfois ça suffit pas, il faut passer à 30. Soit, il faut la passer en continu pendant quelques cycles et ça va arrêter ce saignement. Alors, lorsqu'il s'agit d'une pilule ostroprogestative, il faut d'abord s'assurer qu'il y a une cause organique. Il faut l'éliminer. Attendre 2 à 3 cycles. Il ne faut pas être rapide. Il ne faut pas s'attendre à un résultat immédiat. 2 à 3 cycles d'attente. Ça s'améliore, tabarakallah. Sinon, il faut passer à un ostroprogestatif plus oestrogénique. Actuellement, on n'utilise plus les 50 gamma. Il n'y a que les 30 gamma qu'on utilise. Il faut laisser le temps à la pilule d'agir. Sinon, il faut penser à la mettre en continu ou carrément changer de pilule. Toutes les pilules ne marchent pas pour toutes les femmes. Quand il s'agit de microprogestatifs, la pilule sans oestrogène, c'est-à-dire la pilule d'Arda'a, qu'on donne habituellement au cours de l'allaitement, il y a souvent des saignements sous forme de spotine parce qu'il y a une insuffisance hormonale. Là, il faut penser à relayer quelques cycles par une pilule ostroprogestative et ça améliore la situation. Sinon, il faut changer la micropilule. Alors, parfois, on se trouve devant des situations où la femme n'a rien, ne prend pas de pilule, il n'a pas de fibrome, il n'a pas d'hypertrophie, il n'a rien, mais il a des cycles complètement perturbés. Elle saigne. C'est ce qu'on appelle des ménométrorragies idiopathiques, ça existe. Là, il faut agir en fonction, bien sûr, après tout un bilan, quand il n'y a rien, il faut agir en fonction des cas. Soit que la femme souhaite avoir des grossesses dans l'immédiat, là, on se contente uniquement de lui prescrire des antifibrinolytiques du premier jour des règles jusqu'au 5e ou 6e jour, ça baisse un peu le flux et parfois ça l'améliore. Quand la femme n'a pas de souhait de grossesse, à ce moment-là, on peut placer un DU hormonal et ça donne de très bons résultats. Ou on peut donner un traitement hormonal. Parfois, il arrive que la femme soit sous DU non hormonal, c'est-à-dire un stérilet au cuivre. Il vous rapporte des saignements abondants, il vient vous consulter, il vous dit, moi je veux enlever ce fibrome parce qu'il me provoque des saignements. À la première des choses, vous avez tout éliminé, peut-être c'est le stérilet qui est en cause, vous allez vous lui proposer un stérilet hormonal. Mais avant de passer à cet acte, essayez de faire l'expérience avec stérilet en cuivre associé à un progestatif oral. Vous ajoutez par exemple un progestatif du 15-24 tout en gardant le stérilet non hormonal en place. Si les choses s'améliorent, vous pouvez changer ce stérilet par un stérilet hormonal, comme ça vous n'allez pas gaspiller un stérilet hormonal alors qu'il ne va pas faire l'affaire. Si ça s'améliore, vous placez un stérilet hormonal après, sinon, vous pensez à autre chose. Quand il n'y a pas de souhait de grossesse, cette femme désire garder son utérus, on peut placer un stérilet hormonal ou un traitement chirurgical conservateur. Qu'est-ce qu'on veut dire par conservateur? L'endométrectomie sous hystéroscopie. Ça se fait facilement actuellement par différentes techniques modernes. Quand la femme ne se soucie pas de son utérus, il vous dit, moi, ça me pose des problèmes, vous pouvez l'enlever. Ça, c'est un traitement facile, simple, mais un peu lâche comme traitement parce que c'est un traitement qui est agressif. Alors ça, c'est juste une comparaison entre les différents résultats avec le stérilet, l'évonorgestrel, avec le danazole, avec l'acétralhexamide, etc. On voit que le stérilet, ça donne de très bons résultats dans les métrorragies idiopathiques, où il n'y a pas de cause évidente. Mais également dans les métrorragies où il y a une hyperplasie simple, ça donne également de très bons résultats. Et pour terminer, alors c'est très simple, quand il s'agit de métrorragie de cause organique non évidente, parce que la cause évidente, il faut aller l'enlever. Première intention, c'est le traitement médical. On a toute une panoplie de médicaments qu'on peut utiliser et le traitement doit être spécifiquement adapté au contexte de la femme. On ne traite pas de la même façon une adolescente et une femme en activité génitale ou une femme ménopausée. Et souvent, chez la femme ménopausée, ça se termine par
un traitement radical quand on n'a pas vraiment une cause évidente ou quand on a quelque chose qui est très suspect. Je vous remercie. Alors, la parole est à la salle, encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, professeur, pour l'exposé. Les OPK, ça donne plutôt une oligospagnoménorrhée. Comment on peut expliquer les ménométrorragies dans ce contexte? Oui, les OPK dans toutes les formes. Ça commence par des cycles prolongés, c'est-à-dire des spagnoménorrhées en durée. La femme ou la jeune fille peut avoir un cycle 2 mois, 3 mois, parfois 45 jours. Ça, c'est le début. Mais quand les OPK avancent d'un certain moment, il y a l'endomètre qui s'épaissit. Et l'endomètre, ça joue le rôle d'éponge. Il retient le saignement. Souvent, les filles qui ont des OPK vous rapportent que j'ai des cycles prolongés, mais quand ça signe, ça s'arrête pas. Ça reste 15 jours, 20 jours, ça reste plusieurs jours sous forme de sang distillant qui est noir. C'est tout à fait normal parce que l'endomètre il est épais et quand il y a cette hémorragie de privation qui est très rare, l'endomètre continue à couler doucement, lentement, avec un saignement qui séjourne dans l'utérus qui est d'aspect noir. Donc, le but de traiter les OPK, c'est d'abord régulariser le cycle. Et le meilleur traitement des OPK, c'est pas hormonal. Le meilleur traitement des OPK, c'est de fermer la bouche. C'est-à-dire, la femme doit faire un régime. Parce que c'est l'apport calorique qui fait des pics insuliniques qui provoquent des blocages de l'ovulation. Alors, il y a une question. Merci. Merci, professeur, pour votre exposé. C'était très intéressant. Vous avez dit, pour la femme qui est sous micropilule, on peut ajouter l'œstrogène. En principe, il allait. Est-ce que les oestrogènes ne sont pas contre-indiqués en cas d'allaitement? Et merci. Normalement, la femme qui allaite, il faut éviter de lui donner une pilule combinée. Mais parfois, il n'arrive pas à s'en sortir. Il est en train d'allaiter, il est au 4e, 5e mois d'allaitement, il fait des spotines. Si la femme arrive au 4e, 5e mois, on peut faire un cycle 2 avec un oestrogestatif mini-dosé, c'est-à-dire de 20 gamma ou même 30 gamma, parce qu'il n'a pas vraiment un effet très important, l'enfant a déjà 4-5 mois. Mais la meilleure façon pour la contraction chez une femme, c'est le stérilet après l'accouchement. C'est-à-dire en postpartum, au-delà de 3 mois s'il a fait césarienne, le premier mois s'il n'a pas eu de césarienne, parce qu'il faut éviter la pilule chez la femme qui allaite, il faut lui donner uniquement un stérilet, ça donne de très bons résultats. Mais pour votre question, si vous le faites un cycle ou 2, ce n'est pas grave. Merci professeur Brodar pour cette excellente présentation très pratique. Alors ma question c'est la place de l'embolisation artérielle dans les fibromes utérins. Merci. Alors vous avez vu que sur l'algorithme de la prise en charge des fibromes, j'ai pas voulu rentrer dans trop de détails parce que c'est à la carte, au cas par cas. Alors l'embolisation, c'est vrai, ça donne de bons résultats, ça minimise le flux de saignement, mais ça dépend. Est-ce que cette femme désire avoir des enfants ou ne désire pas avoir des enfants? Selon les recommandations du collège de 2022, il y avait beaucoup de réticences. Il y en a qui disent on peut faire l'embolisation chez la femme même si elle est désireuse de grossesse. Et là, ça perturbe un peu la vascularisation, ça met du temps pour reprendre sa bonne trophicité pour qu'il puisse être apte à l'anidation. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux ne pas faire l'embolisation chez la femme qui désire de grossesse. Par contre, si la femme ne désire pas de grossesse et que le fibrome, il est compté 2 ou 3 fibromes, pas plus, l'embolisation, ça donne de bons résultats. Très bien. Il y a une question encore. Et dernière question. Bonsoir. Alors, merci déjà pour la présentation. Et ma question pour une adolescente, à partir de quel moment on peut prescrire un œstroprogestatif
parce que la crainte majeure, c'est de bloquer l'axe hypophyso. Voilà. Donc, ma question, c'est à partir de quel moment on peut passer aux œstroprogestatifs? Alors, chez une adolescente, elle n'est plus une jeune fille. Donc, la croissance n'est plus comme à l'âge de 10 ans, 11 ans ou 12 ans. Parce que, normalement, les oestrogènes, ça peut bloquer la croissance. Mais quand il arrive à 16 ans, 17 ans, il n'y a pas de risque. Et quand on donne une pilule œstroprogestative, ce n'est pas pour une longue durée, c'est pour une durée limitée et c'est pour éviter les déperditions sanguines. Mais toujours, je reviens à la principale question. Une fille qui a des perturbations du cycle parce qu'elle a les OPK, évitez de commencer par les œstroprogestatifs. D'abord, l'encourager à faire du ménage dans son régime alimentaire. Parce qu'à cet âge, il y a beaucoup de fast-food, il y a beaucoup de sodas avec l'alimentation, et c'est ça ce qui perturbe un peu le cycle.